messieurs, votre fidélité à nos programmes nous rassure. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour ce tout nouveau numéro de Vox Culture. Découvrez ici une jeune peintre qui ne se lasse de transformer sa passion en métier. Il s'agit de Vanessa Monta, une férue des arts contemporains. Entre la peinture et la photographie, Vanessa Monta, une jeune dame férue de l'art contemporain. Son aventure passionnante pour la création artistique débute en 2013. Vanessa, une élève à l'école de peinture de Poto-Poto, passionnée de l'art abstrait. C'est en 2015 qu'elle va perfectionner son talent aux ateliers SAM. Sa participation au festival Matina sur scène à la 4e et 6e édition de la rencontre internationale des arts contemporains lui donne d'améliorer son style. Elle peint sur ses tableaux de la pure et simple réalité quelque peu cauchemardesque. Vanessa se sert de la peinture pour guérir, rendre plus lumineuse la vie d'une jeune fille aux nuits sombres. L'artiste s'inscrit dans la démarche d'une recherche permanente de la paix avec soi-même et de la construction d'une vie où l'insomnie est à surmonter pour prétendre être heureux. Boursière de la 7e édition de la rencontre internationale des arts contemporains, Vanessa Monta figure parmi les femmes artistes qui ont eu le privilège d'exposer leur ingéniosité à l'Institut français du Congo. Ici, on peut admirer scrupuleusement la créativité de l'artiste qui plonge plus d'une personne dans une histoire vraie mais triste. Les nuits sombres que traverse une jeune dame. L'artiste est préoccupé par la situation de ses semblables. Vanessa suscite l'admiration et inspire d'autres jeunes dames. Vraiment, moi-même, ça me touche personnellement. Ça me touche vraiment de voir ce genre de choses. C'est vraiment encourageant. Au lieu d'aller faire de n'importe quoi, du vagabondage et tout, elle a choisi un métier, elle a choisi de faire quelque chose qui la rendra indépendante au fait. Donc c'est très intéressant et c'est vraiment bien et je l'encourage. Chapeau. Une autre casquette que porte l'artiste. Vanessa est photographe en herbe. Ses photos sont en noir et blanc et donnent à la danse une dimension spirituelle. Quand on parle du noir et blanc, c'est l'union et on fait allusion aux choses anciennes, comme dans le passé, on utilisait souvent le noir et blanc. Voilà. C'est par rapport au thème que l'on me donne et que je travaille. Par exemple, là, c'est sur la danse que je travaille. Pour moi, la danse représente... c'est comme si on faisait hommage, on donnait hommage aux morts. Par exemple, quand on danse, il y a certaines morts, j'ai entendu dire, qui arrivent à se réveiller. La danse communique la vie. Plus qu'une passion, l'art pour Vanessa est un métier. De retour sur ce plateau, nous parlons de La famille africaine, un ouvrage de 98 pages et composé de 7 chapitres. À travers cet essai, l'auteur peint cette Afrique singulière qui n'a jamais cessé d'être une famille aux défis énormes. Émile Gankama aborde la question dans le contexte holistique de la construction de l'Afrique, de la famille africaine plutôt, depuis les origines, l'esclavage, la colonisation des indépendances, voire même en ce temps moderne. Et est-ce que la conception que chaque individu a de la famille peut favoriser l'émancipation du continent africain? Sur ce plateau, l'auteur y est pour nous édifier. On reçoit Émile Gankama. Bonsoir et bienvenue sur Vox Culture, sur Vox Télévision, on va dire comme ça. Merci beaucoup. C'est la première fois que je viens à vos studios et je suis très heureux donc, de pouvoir tenir un entretien avec vous. C'est un moment très édifiant pour moi. Pour la gouverne de nos chers téléspectateurs, Émile Gankama est journaliste, directeur des rédactions des Dépêche Brazzaville. Il est auteur de plusieurs ouvrages. On parlera aujourd'hui de 8 ouvrages à son actif, parmi lesquels Pouvoir, Tradition, Modernité, l'école de Denis Sassou Nguesso. Et puis le tout récent, c'est La famille africaine, qui fait d'ailleurs l'objet de cet échange. Alors, première question, cher écrivain, La famille africaine, je m'en vais déjà à la page de couverture, on voit cette carte et puis un peu de masque. Ça symbolise quoi finalement? Les masques dans le domaine de la culture, c'est ce qui, à mon avis, reste. Lorsque les humains ne sont plus, les masques peuvent être là pour témoigner de ce que, effectivement, les humains, des gens existaient. Tu as vu tout le bruit qu'on fait autour de ce que l'Égypte ancienne porte comme ou masque ou
pyramide ou momie. Et donc ça veut dire que ça représente juste l'Afrique dans sa diversité. Et on a l'impression on comprendra tout de suite que l'auteur nous plonge un peu dans un contexte historique de cette Afrique qui essaie de se maintenir malgré autant de situations, la prédation et autres. Et puis, il nous renvoie encore dans une description de l'environnement à travers la sociologie. Et puis, finalement, l'auteur, il reste aussi journaliste dans son ouvrage. Bon, très bien. Tu vois, il y a des auteurs qui ont consacré beaucoup de travaux à l'histoire africaine. Et quand je me réfère à Georges Ballandier, il disait qu'on ne peut pas étudier l'histoire de l'Afrique sans parler des moments que l'Afrique a vécu. Donc, effectivement, l'esclavage, la colonisation, et moi je dis les indépendances aussi, la démocratie qui vient dans les années 90. On ne peut pas parler de l'Afrique sans faire référence à ces moments de l'histoire. Et donc c'est pourquoi il y a ce mélange entre un peu de sociologie, un peu de politique aussi, un peu finalement de culture. Tout ça est mélangé parce que c'est un tout. Puisque si nous faisons référence à l'histoire, notamment à la colonisation, c'est quand même des étrangers qui sont venus pour en imposer, pour montrer que finalement c'est eux qui ont raison. Ils nous montrent la voie. Mais ils se sont heurtés aussi à des résistances qui font dire que mais finalement, les Africains, ils ont leur culture à eux, ils veulent vivre comme ils vivent, mais ils ont aussi envie d'être modernes. Mais ce ne serait pas bien que quelqu'un vienne en imposer. C'est un peu ça le débat. Et cela nous renvoie tout de suite à 3 mots que vous utilisez dans votre ouvrage: asservissement, résistance et puis émancipation. Oui, bien sûr, hein, parce que c'est l'asservissement. On n'est pas là pour conter l'histoire de la colonisation ou de l'esclavage. Tout le monde connaît les méfaits, les ravages de l'esclavagisme, plutôt de l'esclavage. Et tout le monde connaît les ravages de la colonisation. Et voilà pourquoi je dis dans l'ouvrage également que ce soit par la politique, par la philosophie, on ne peut pas asservir un peuple éternellement. On ne peut pas venir d'ailleurs pour en imposer, pour dire « vivez comme nous vivons ». C'est impossible parce que tu as vu à travers les âges, on parle de l'Holocauste, c'est des volontés de détruire l'espèce humaine qui n'ont pas réussi. Et des volontés de vouloir que des gens se ressemblent, soient clonés, ça ne réussit pas toujours. Chaque peuple a son inspiration, chaque peuple va à son développement, plus ou moins à son rythme, même si aujourd'hui on parle de ce monde globalisé. Mais tu vois bien que malgré cette globalisation, les déséquilibres ne manquent pas. Ne manquent toujours pas. Ils sont liés aussi aux histoires propres des peuples du monde. Donc c'est un peu effectivement, Émile Gonkama, déjà dans l'avant-propos, nous dit ceci: l'Afrique se distingue de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Est-ce tout simplement parce que elle a survécu ou encore elle a survécu à la traite négrière? Est-ce que parce que tout simplement on voit l'esclavage, on voit également la colonisation des indépendances et toutes sortes de prédations qui, on dira comme ça, ont causé du tort à la famille africaine? Bien entendu. Et puis, ce n'est pas le moment de crier sur ces moments, sur ces temps passés, mais c'est de tirer parti de ce que l'histoire a produit. Alors, si des gars sont venus pour dire vivez comme nous voulons que vous viviez et que l'Afrique a résisté à cela, ça veut dire que l'Afrique a un chemin que l'Afrique peut suivre. Et ce n'est pas aussi pour l'Afrique d'être tenue à distance des autres peuples. Plutôt, il faut cette symbiose-là, il faut aller au partage, et c'est dans l'échange que chacun doit donner. Mais l'Afrique doit donner. Or, l'Afrique, pour donner, il faut qu'elle soit en mesure de s'assumer. Je suis comme tel, je me présente comme tel. Prenez-moi comme je suis, mais j'ai besoin aussi de recevoir de vous ce que vous pouvez me donner. Mais ce n'est pas d'imposer à l'Afrique des choix. Tout le temps, toute l'histoire durant, l'Afrique a vécu des impositions de choix. L'Afrique se propose toujours en acteur passif face à tout cela, mais il y a quelque chose qui retient mon attention dans votre ouvrage, toujours dans l'avant-propos, quand vous établissez cette nuance autour de 2 dates. On parlera de 1960 et puis de 2010. Alors, 1960, c'est la fin, comme on dira, l'arrivée des indépendances et autres. Et 2010, on verra bien cette Afrique encore qui peine quand même. Le colonisateur est parti, mais cela a changé de forme, on va dire comme ça. Est-ce que vous avez dit un mot là, que l'Afrique
subi de façon passive, pas toujours. L'Afrique se bat. L'Afrique n'est pas passive, elle se bat toujours, elle montre ce qu'elle est. Si tu vois l'histoire, bien sûr, tu vois des résistances, comme c'est dit. L'Afrique se bat. Quand je prends les deux dates 60, c'est quand même des années de libération. Et quand je prends la date de 2010, c'est quand même l'année où, autour de 17 pays qui ont accédé à l'indépendance en 60, fêtent les 50 ans. Mais c'est quand même le moment de s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on a fait en 50 ans et qu'est-ce qu'on projette de faire dans 50 ans. Ce n'est pas les mêmes personnes qui seront là dans 50 ans, mais quel est le chemin qu'on va suivre? Et là, vous pointez toujours du doigt l'Occident qui a changé de forme de domination, là. Non, mais parce que l'Occident sait ce qu'il veut, peut-être. Voilà, il sait ce qu'il veut, il fait des projections à long terme, ils vivent pas au jour le jour. Et c'est si on se met dans un créneau où on fait de la projection, on sait ce qu'on voudra dans 2, 3, 4, 5 ans. Sans ce point qu'on on ne prédit pas l'avenir, mais on peut se dire à peu près, dans ma projection, je peux atteindre tel objectif. Je sais que l'Afrique en est capable. C'est l'appel qui est lancé à l'Afrique, à toute l'Afrique, à cette famille. Donc c'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une famille qui doit se battre pour demain matin, pour demain montrer de quoi elle est capable, l'Afrique. Et cher écrivain, dans le tout premier chapitre, vous dites la famille africaine par elle-même et par autrui. Là-dedans, vous citez cette composition à un certain moment aussi inimaginable de cette famille. On a le père, la mère, les oncles, les neveux, voire même ceux avec qui vous partagez la même langue maternelle. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ce qui bloque aussi cette Afrique? Il n'est pas lieu d'exclure les parents. Mais c'est parce que quand le colon arrive, quand le négrier arrive, il trouve une Afrique qu'il veut transformer peut-être. Mais on se rend compte, 60 ans après, qu'il n'a pas pu. C'est-à-dire transformer les êtres humains, leur façon peut-être de penser. On danse toujours comme on a dansé peut-être il y a avant que le négrier, les esclavagistes n'arrivent. On danse toujours. Et la famille est toujours aussi volumineuse, excusez-moi l'expression. Mais pourtant, on a des défis qui font que les chefs de famille, comme on les avait dans le temps, ne peuvent plus subvenir tout seuls à ces besoins-là. Et l'appel, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'au niveau de la famille s'établisse un lien autour des valeurs de travail pour qu'on s'en sorte. Sinon, à la fois cette aspiration à la modernité qui nous entraîne, mais à la fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous retient par le pied. Donc ça, je fais la différence entre cette solidarité qu'il ne faut pas bannir, mais aussi cette volonté de travail qui peut nous procurer plus que ce que nous avons maintenant. Est-ce que si le colonisateur ne venait pas, est-ce que l'Afrique, on parlerait du développement d'une autre manière, par exemple? Elle aurait suivi son chemin, c'est sûr. On ne peut plus revenir pour dire l'Afrique serait ceci. C'est de l'imagination qu'on fait, serait de l'utopie, mais elle aurait suivi peut-être son chemin. Ça, c'est tout à fait clair que peut-être la langue que nous parlions ne devait pas être le français, peut-être qu'on parlerait une langue africaine, quelqu'un qui nous aurait réunis. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, puisqu'on est à cette situation, quel est le parti qu'on prend pour que nous nous sentions mieux? On va de l'avant avec tous les apports qui sont là, on va de l'avant avec cette expérience qui fait que peut-être que demain, nous montrerons le vrai visage de l'Afrique pour faire en sorte que les autres viennent. D'abord, ils ont commencé à venir. Maintenant, le rapport n'est plus le même. Ce n'est plus de coloniser un colonisateur comme tel. C'est des partenariats. C'est des partenariats qu'il faut renforcer, mais aussi un partenariat, comme diraient certains, gagnant-gagnant, pour que chacun tire le meilleur parti de ce partenariat. Nous sommes en train de décrypter avec Émile Gankama cet ouvrage, La famille africaine. C'est son tout récent ouvrage, édité par les Lettres Mouchetées. Et quand j'arrive au 4e chapitre, vous parlez à contre-cœur. Vous dites à contre-cœur, c'est ça bien le titre. Et là-dedans, on voit bien que, au sortir de cette longue nuit coloniale, l'Afrique trébuche sur la 3e phase de rupture de ses équilibres. Là, c'est vous qui le dites dans votre ouvrage. Bien évidemment, à contre-cœur. J'ai quand même l'impression, lorsqu'on voit la succession des événements après les indépendances, que les pays coloniaux les régimes coloniaux ne sont pas partis toujours de bon cœur.
Hein, c'est toujours. À contre-cœur, c'est-à-dire que, regardez, pour l'exemple qui est le plus proche, celui du Congo belge, on va dire, il y a eu beaucoup d'échauffourées et il y a eu des violences à l'égard de l'administration coloniale. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous réservez une place très importante à Lumumba, Lumumba. Parce que ça a été plus ou moins le porte-étendard dans ces périodes-là. Donc, tu vois, ça a été un exemple comme ça de contre-cœur. Hein. On voit toujours la relation est très fluctuante entre Kinshasa et Bruxelles. C'est pas pour mettre le couteau dans la plaie, mais on voit quand même que c'est un amour qui est là. C'est des gens qui ont été séparés dans des conditions douloureuses, mais qui le regrettent peut-être sur la relation quand même. Monsieur Migankama, l'Afrique est aujourd'hui préoccupée par les questions de démocratie, de développement, de travail et de liberté. Comment on peut aujourd'hui expliquer que toutes ces espérances-là sont confrontées aux mots comme l'égocentrisme? Ça, c'est dans l'humain. Et on ne va pas dire que c'est que l'Africain qui représente l'égocentrisme. Il s'agit, excusez-moi, de l'humain. Mais c'est avec des rapprochements, avec toujours le dialogue, avec toujours ce qu'on est en train de sublimer ces derniers temps, le vivre ensemble. C'est en mettant tous ensemble qu'on peut parvenir à des résultats meilleurs que ce qu'on a vécu et ce qu'on peut regretter sur notre parcours. Alors on va souffler un tout petit peu. On suit notre jeune critique littéraire qui a pu lire votre ouvrage. Il donne son appréciation de cet ouvrage. On va le suivre avec beaucoup d'attention et nous reviendrons sur ce plateau pour dire un mot dessus. Émile Gankama nous propose ici un regard holistique de la famille. Donc c'est une espèce de synecdoque qui nous pousse, qui aboutit à un regard beaucoup plus large de ce que c'est que la famille. Mais contrairement aux théories évolutionnistes du XXe siècle qui, elles, sont contemporaines, sont récentes pour l'Afrique, l'approche d'Émile Gankama, elle se veut atavique, puisque cela a même été indiqué en 4e de couverture. On veut un regard qui commence dès avant la colonisation et la traite négrière. On aurait donc une famille africaine avec une personnalité collective exercée par la communauté, par le clan, par l'ethnie, et avec un système de solidarité qui imposerait à chacun des obligations morales, et notamment à celui qui serait le plus prospère, comme on le voit sur l'exemple contemporain qu'il cite au dernier chapitre de son livre. Dans cet élan, l'auteur accorde à la digression le refus de l'aliénation, cet effacement de la pensée, de la langue, de l'héritage culturel africain, et aussi un effacement de l'autonomie, une privation de l'autonomie des Africains en eux-mêmes, à la fois dans leur pensée et aussi dans tout ce qu'ils auraient pu avoir simplement d'intellectuel pour avancer vers le développement. Et c'est là aussi que se trouve tout le grief que l'on pourrait faire à ce livre, c'est que cette digression discursive est plus répandue que l'idée prime sautière, alors qu'on l'aurait voulu marginale. Voilà, il s'agit là d'un regard de jeune critique sur votre ouvrage, un regard aussi, on va dire comme ça, très raffiné, très élargi de votre ouvrage. Je suis très attiré par sa lecture de l'ouvrage, et il est libre de faire le commentaire qu'il fait. C'est ce regard-là porté aussi lors de la présentation de l'ouvrage. Il y a quelques amis qui ont lu, qui ont dit la même chose. Je ne voulais pas dans cet ouvrage faire la grande sociologie sur comment vivent les peuples africains ou comment vit l'Afrique. Ça, beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Moi, je voulais simplement me poser la question. Bien, pendant l'esclavage, en 400 ans durant, l'Africain a vécu ce qu'il a vécu. On n'a pas réussi à le détruire. La colonisation, 80 ans durant, et l'Africain n'a pas été détruit. Mais après 60 ans de colonisation, et plutôt d'indépendance, l'Africain aspire à la modernité. Est-ce qu'il peut aller à cette modernité sans regarder un peu ce qu'est la famille aujourd'hui? Voilà la question que je pose de fond. C'est vraiment la grande question, la question de fond de cet ouvrage, ce qu'est la famille. Là, on tombe justement sur le 6e chapitre de votre ouvrage où vous parlez du fonctionnel de la famille qui est submergé. C'est difficile pour lui de s'en sortir, et quand ils voient même son revenu à la fin du mois, et
il a du mal à faire face à des invariables demandes qui arrivent, vraiment, on va dire comme ça, de façon ramassée. Voilà, je crois que si on fait le tour des fonctionnaires, il y en aurait beaucoup, des fonctionnaires de la famille que j'ai thématisé comme ça, parce que qu'ils soient des militaires, qu'ils soient des enseignants, qu'ils soient des gens qui travaillent dans les banques, qu'ils soient des jeunes journalistes comme vous êtes, c'est sûr qu'il y a ce poids-là. Mais ce n'est pas de refuser la famille. C'est comme je dis, d'attirer la famille à considérer que la solidarité doit être interdépendante. Voilà. Sinon, qu'est-ce que nous livrons? Nous livrerons nos fonctionnaires, ceux à qui on a donné de gérer quelques fonds publics, on risque de les livrer à ce que tu connais, à la corruption. Parce qu'il a besoin de se faire voir, et donc il regarde autour de lui un peu de l'argent public, puisqu'il a devant lui voilà, le fonctionnaire de famille, c'est un peu tout ça. Donc, c'est pas que le fonctionnaire, il y a même le député de la famille, tu vois. Donc, c'est vraiment décrit dans l'ouvrage. Au fond, moi, je connais ces députés aussi qui ne sont peut-être pas tous, parfois, descendus à la base, comme ils disent, parce qu'ils sont submergés, non pas seulement par des questions de rapport du travail de l'Assemblée nationale, mais parce qu'on leur pose tant de problèmes, parce que quelque part, des problèmes qui concernent beaucoup d'États aussi. Les États ne sont plus en mesure de résoudre tous les problèmes, et souvent, les particuliers qui s'y intéressent un peu, ils sont happés par la demande sociale. Et donc, c'est un peu de faire une projection sur que va être la demande sociale demain, si on n'essaye pas de regarder comment nous organiser. C'est un peu ça. J'aimerais lire ici un petit paragraphe du fonctionnaire de la famille. Il n'est pas rare en Afrique de voir les membres d'une même famille établis au village improviser de fréquents séjours auprès d'un des leurs qui détient un poste important en ville, ou lui adresser d'invariables demandes d'aide financière. Bien souvent, ceux qui le font se soucient peu de savoir à quoi ressemblent les journées de celui que l'on considère comme le fonctionnaire de la famille. Ils ignorent que ce parent qui enseigne dans un collège public depuis 25 ans n'emprunte plus la même voie pour se rendre à son lieu de travail situé pourtant non loin de son domicile. Là, vraiment, c'est une réalité. Parce qu'en face, il a contracté des dettes dans le marché d'à côté. Et donc, les pauvres dames, comme on dit, c'est comme ça que nos mamans disent nous sommes des pauvres femmes. Et donc, le fonctionnaire qui est censé représenter quand même quelqu'un qui est payé par l'État, et devient le pauvre fonctionnaire qui prête auprès. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu décrire. Et ça concerne, à mon avis, beaucoup de gens. Et par là, vous lancez un appel à la famille africaine qui est comme le noyau, qui va permettre à l'Afrique de décoller, de se développer aux vertus du travail. Puisque tout le monde le dit et tout le monde le sait, que l'Afrique, c'est un continent qui est gorgé de richesses, qui est gorgé d'intelligence, qui a des bras valides, qui n'a pas pu être détruite malgré les prédations. Et donc cette Afrique, à mon avis, a la chance de décoller et d'être le miroir du monde dans les décennies prochaines, si les Africains le veulent bien. Voilà, on va aborder, c'est le dernier chapitre d'ailleurs, vous parlez de l'Afrique éternelle, cette Afrique des mystères. Cette Afrique où l'oncle a le dernier mot. Cette Afrique où il y a des conseils qu'il faut aller recueillir auprès des sages. Cette Afrique bloque l'Afrique. La médecine a progressé, et si nous devons considérer que la médecine ne compte pas pour nous, parce qu'il y a la thérapeutique villageoise ou paysanne et tout, à mon avis, c'est quand même un problème. Il faut faire la jonction des deux. Il ne faut pas continuer à penser que, parce que j'ai mal à la dent, ça vient de mon oncle. Que parce que j'ai mal au pied, parce que ma femme a des problèmes d'accouchement, c'est nécessairement un mauvais esprit qui est mis dedans. Il faut quand même aller au dispensaire. Il faut que ces dispensaires existent aussi. Donc c'est un peu ça. Cette Afrique éternelle, on ne peut pas la tuer, c'est impossible. Mais c'est à nous de la surmonter, de la confronter aux réalités actuelles pour voir que la médecine a totalement progressé. Mais si nous voulons ne pas perdre notre culture, il nous faut la sublimer. Autrement, pas
en refusant de croire des choses nouvelles qui sont faites, mais en établissant un lien entre ce que nous pouvons récupérer ou garder de nos cultures et ce que des apports extérieurs, des apports de modernité sont venus ajouter à l'ensemble de toutes ces richesses-là. Voilà. Et puis, dans votre ouvrage, on va terminer certainement par là, l'Afrique dispose des atouts pour éloigner définitivement l'image des parents pauvres. On dispose des atouts. Il faut que les Africains disent qu'il fait très beau de vivre en Afrique. Même dans la galère. C'est le meilleur continent. Même dans la galère. Les galères, il y en a partout. Les galères, et l'Afrique, c'est pas l'Afrique qui doit galérer tout le temps. Oui. L'Afrique, c'est pas l'Afrique des galères. Le message qu'il faut porter, c'est que tous les pays, tous les peuples, tous les continents sont passés par des étapes de galère. Tu n'as pas connu les affres de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, ça se sont passés essentiellement en Europe. Mais ils ont dû vivre des galères. Et donc, aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, parce qu'ils ont travaillé, ils ont acquis ces richesses-là. Je suis très heureux d'ailleurs que je preste aujourd'hui devant vous. Je vois que tous les amis techniciens tout autour, c'est des jeunes. Donc voilà, l'Afrique, c'est aussi cette jeunesse qui doit être portée en avant. Et je pense que l'Afrique a des atouts. C'est le message que je porte dans la famille africaine. Voilà, je disais à nos chers téléspectateurs, dès l'entame de cette émission, qu'Émile Gankama est également journaliste, directeur de rédaction au Dépêche de Brazzaville. D'ailleurs, il a prouvé dans son ouvrage, il boucle d'ailleurs son ouvrage par un éditorial. Par un éditorial, vous dit non, je signe, je suis journaliste en fait. Ouais, journaliste. Je fais un peu de sociologie aussi, voilà. Puis écrivain, voilà. Merci beaucoup, c'était un honneur pour nous parce que non seulement que pour ce jour, Émile Gankama était notre invité, mais également il fut notre enseignant à l'université. Il le demeure toujours. Il est toujours notre enseignant et merci de nous avoir honorés en répondant à cette invitation. L'ouvrage, il est disponible dans les bibliothèques, dans les librairies, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, tout comme, on va dire, sur toute l'étendue du territoire. Merci à vous. On ne dira plus à Émile Gankama bon vent, mais on dira de bonnes choses. À très bientôt. Heureux d'avoir été reçu par des jeunes tout autour et je vous salue. Je pense que vous avez un avenir que vous devez porter en avant. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Vous qui nous avez suivis, nous vous remercions infiniment, surtout pour votre fidélité à nos programmes. Continuez à suivre Vox Télévision, le Congo vu de l'intérieur. Aujourd'hui, on a eu encore le plaisir de vous présenter ces Congolais pleins de talent à travers cette émission. Merci, à très bientôt.